Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Il y avait manif hier à l'appel de Force ouvrière que vous dirigez donc et de la CGT. 2900 manifestants selon la police. La CGT a même renoncé à donner un chiffre. C'était une manifestation dite interprofessionnelle. On écoute deux manifestants. On gèle les salaires, on gèle les retraites. D'ailleurs, il est question même de revoir la réversion de pension retraite qui risque d'être supprimée. Mais ça atteint des sommets qu'on n'aurait jamais imaginé. Nous, à l'hôpital, on vit des restructurations mais énormes, des effectifs en moins, des lits fermés. Alors, le mécontentement est là, mais la manifestation n'a pas été un succès, visiblement. Pourquoi? Oui, de toute façon, l'objectif de la journée d'hier, c'était simplement prendre date. D'ailleurs, il n'y a pas d'appel à la grève. Il n'y a pas d'appel à la grève interprofessionnelle. On avait délocalisé, si j'ose dire, la question de l'action en appelant les unions départementales, Force ouvrière, mais des autres syndicats à se rencontrer, alors à faire des conférences de presse, à faire des rassemblements, à faire des manifestations. Bref, l'objectif, c'était de se parler, d'aller au-devant des travailleurs, ici ou là. Moi, personnellement, j'étais dans le Doubs avec l'ensemble des syndicats Force ouvrière. Donc, l'objectif, c'est plutôt de monter d'un cran et de préparer la rentrée. C'est pas mauvais signe quand même quand il y a aussi peu de monde. Je ne pense pas. Parce que là, c'est le noyau très dur là, qui est là. Vous savez, fin août, début septembre, on se verra. Les organisations syndicales, on n'a jamais cessé de se parler, mais on se parle beaucoup depuis 2 mois. On se verra fin août, début septembre, l'ensemble des organisations syndicales et de jeunesse. Et l'objectif, c'est d'aller sur une mobilisation interprofessionnelle de manière à contrer notamment cette logique d'individualisation, de casse des droits collectifs et cette modération salariale qui est imposée ici ou là avec le refus de la redistribution de la richesse produite. Donc on est plutôt sur une étape, on était plutôt sur prendre date, c'est ce qui a été fait, on est plutôt satisfait. La CFDT n'était pas là, l'UNSA n'était pas là, mais enfin la CFDT n'était pas là par exemple. Oui, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas présent qu'on ne se parle pas, y compris localement au niveau départemental ni au niveau national. Et puis il y a d'autres actions, y compris celle d'essayer d'ouvrir de la négociation interprofessionnelle une fois que le nouveau président du MEDEF sera désigné, et là les 5 confédérations sont parfaitement en phase. C'est important le président du MEDEF ou c'est pas important pour vous? Vous avez une préférence ou pas? Il y a deux candidats. Alors c'est pas le sujet. Pour le dire trivialement, un patron envoie un autre pour vous? Oui. C'est trivial. Celui qui sera élu président du MEDEF sera président du MEDEF. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est plus qu'est-ce qu'il va faire. Si effectivement il continue de se comporter en disant la négociation interprofessionnelle n'a plus d'intérêt, ce qu'on appelle le paritarisme, c'est-à-dire en fait la gestion de la cotisation finalement et du salaire différé entre les organisations patronales et les organisations syndicales n'a plus d'intérêt non plus. Oui, là on va avoir un véritable problème. Donc c'est plus la ligne du MEDEF demain qui nous intéresse. Vous savez, au MEDEF, on a l'habitude de voir que c'est pas tant celui ou celle qui est élu que de savoir celles et ceux qui l'ont élu. C'est-à-dire ça dépend les courants de pensée du MEDEF qui ont fait qu'un tel ou un tel est devenu président, et avec une tendance qui soit finalement de refuser la négociation interprofessionnelle et de refuser le rôle des interlocuteurs sociaux et notamment des organisations syndicales. Il ne faudrait pas que le nouveau président du MEDEF se dise chaque fois que je demande quelque chose, j'ai ça. Si je négocie avec les organisations syndicales, de toute façon, je n'aurai au mieux ça. Et comme de toute façon, systématiquement, le président de la République me donne ça, ça ne sert à rien de discuter avec les organisations syndicales et finalement que le président du MEDEF dise du président de la République « merci patron ». Bon, alors l'élection du président du MEDEF, c'est mardi, pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les épisodes d'une campagne électorale qui nous a quelquefois un peu échappé. À vous écouter, ça veut dire qu'il faut s'attendre à un automne où il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup de... L'objectif, il est d'aller sur un mouvement interprofessionnel à partir de septembre. Certainement, y compris par la grève interprofessionnelle à un moment donné. Maintenant, je vous dis, on est quelque part 12 organisations, soit syndicales, soit de jeunesse, à pouvoir se rencontrer et à échanger. Je ne peux pas vous faire la fin de la réunion intersyndicale avant qu'elle ait commencé, mais en tout cas, on a prévu déjà de se voir fin août à Force ouvrière. Tout le monde sera invité de manière à voir ce que nous sommes en capacité de faire dans l'unité d'action la plus large sur le plan interprofessionnel. Vous êtes à la tête de Force ouvrière depuis 2 mois, vous remplacez Jean-Claude Mailly. On a l'impression à vous entendre que le discours est différent, la revendication est plus forte. Je crois que ce qui est différent, c'est le rouleau compresseur qu'on a en face de nous. C'est-à-dire depuis un an, on a quand même une régression carabinée en matière de droits sociaux. Jean-Claude Mailly avait des mots sympathiques envers Emmanuel Macron. On a l'impression que vous en avez moins.
Je veux dire, c'est pas une question d'homme. C'est pas un problème à l'extérieur des faux, c'est un problème à l'intérieur des faux. C'est-à-dire, vous changez de ligne ou pas? Écoutez, à l'intérieur des faux, vous l'avez rappelé, ça fait 2 mois que nous sortons de notre congrès confédéral. La feuille de route, la résolution générale qui donne le mandat de la nouvelle équipe, et donc de moi en particulier, elle est quand même votée à 99%. Donc c'est une ligne plus dure, disons les choses franchement. C'est une liste qui reste constructive. C'est-à-dire, si on lit nos résolutions générales, nos feuilles de route, à chaque fois, il y a de la proposition, il y a de la revendication. On demande la table de négociation. On a des choses à proposer. Par contre, en face de nous, on a un refus de négocier. Et deuxièmement, on a une attaque. Donc, inévitablement, il y a aussi une logique de résistance par rapport à l'ensemble des attaques qui nous arrivent en pleine face. Donc, il est normal d'avancer sur ces 2 pattes. Pardon, Jean-Claude Maillet était trop conciliant. Non, à Force ouvrière. Franchement, la personnification et la personnalisation, ça n'a absolument aucun sens. Ce qui compte, c'est le mandat. Vous êtes le secrétaire général, c'est le premier mandaté. Alors attendez, après il y a une question. Chacun son style. Oui, excusez-moi d'avoir ma personnalité et d'avoir mon style. Mais la vraie question, c'est de porter le mandat. Moi, la seule chose que je fais, c'est de respecter le mandat qui m'a été confié. Et de ce point de vue-là, le mandat, il est toujours au sens constructif. Il n'y a pas eu de modification de l'ADN de Force ouvrière depuis 70 ans. On est toujours dans une logique de proposer et d'essayer de construire. Le problème, c'est que là, non seulement on ne veut pas nous écouter, mais on nous rentre dans la figure. Donc, excusez-nous, mais on se défend. Donc, il faut s'attendre à des semaines où la revendication sera un peu visible, un peu forte. Mais la revendication, elle est toujours visible. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, plus personne ne veut l'écouter en face, ni du côté patronal, MEDEF. Ce n'est pas le cas de la CPME ou de l'UDP, mais du côté MEDEF, ni du côté gouvernemental. Donc, on parle un peu plus fort et surtout, encore une fois, on se défend. Vous êtes aux commandes depuis 2 mois. Vous avez rencontré qui, d'ailleurs, au gouvernement, par exemple? Vous avez eu des contacts avec qui? Écoutez, sur le plan gouvernemental, je crois qu'on a vu tous les ministres, Premier ministre bien évidemment, et tous les ministres concernés, on va dire, par des sujets sociaux, à l'exception d'un, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore vu monsieur Bruno Le Maire, qui sort un certain nombre de sujets qui concernent, y compris les syndicats, et avec son projet de loi PAC. Normalement, je le vois lundi, mais il a fallu quand même demander, y compris au Premier ministre et à l'Élysée, pour pouvoir être reçu. Et le président? Le président, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas demandé à être reçu non plus. J'ai vu ses conseillers, bien évidemment, au niveau de l'Élysée. On a des contacts réguliers. Bien, vous restez avec nous. 8h40, l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Ils ont finalement réussi à surmonter le blocage italien. Les 28 dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord tôt ce matin sur la question des migrants. Ils doivent maintenant se pencher sur la réforme de la zone euro, cette fois sans le Royaume-Uni pour cause de Brexit. L'idée chère à Emmanuel Macron et défendue par Berlin d'un budget européen risque d'être retoquée. Édouard Philippe est à Saint-Denis ce matin. Dernier déplacement du Premier ministre pour promouvoir les 80 km sur les routes secondaires. Il va rencontrer les formateurs des pompiers chargé de la sécurité routière. Et cette mesure très controversée entre en vigueur ce dimanche. Au moins 5 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'une fusillade hier soir dans un journal d'Annapolis près de Washington. Une attaque ciblée selon la police locale. Le tireur s'est rendu sans résistance. La porte-parole de Donald Trump évoque une attaque violente contre des journalistes innocents. J-1 avant France-Argentine. C'est le premier 8e de finale du mondial. Aujourd'hui, c'est une journée off. Il n'y a pas de match programmé. Hier, la Belgique a battu l'Angleterre 1-0, ce qui permet aux Diables Rouges d'éviter la Colombie et de jouer contre le Japon. Et ce sont les Anglais qui affronteront les Colombiens. France Info. Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Mercredi, le président de la République s'est livré à un acte désormais rituel. Il a signé devant les caméras la loi portant réforme de la SNCF. On regarde la scène. Et on l'écoute. Cette nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui pour notre système ferroviaire est importante. Je sais qu'elle peut susciter des inquiétudes chez les cheminots. Et je veux leur dire que, par ce travail, nous avons répondu aux inquiétudes les plus vives et nous continuerons de le faire à chaque fois que ces inquiétudes sont légitimes et qu'elles ne sont pas le refus de tout changement. Sur la SNCF, Macron 1, syndicat 0 ? On peut le dire comme ça ? Non, pas du tout. Enfin, écoutez, en l'occurrence, c'est une victoire pour le on a gouvernement. si c'est une victoire que de casser le statut et le cadre collectif de 127 000 personnes, franchement, c'est une bien piètre victoire. C'est pas ce que je veux dire. Mais les syndicats
Alors, Force ouvrière n'est pas très représentée à la SNCF. Hein. Dans la branche, si. Mais à SNCF, on est à un chouïa de la représentativité, puisqu'il faut faire soi-disant 10% pour être représentatif. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que vous avez des femmes et des hommes qui sont des adhérents de Force ouvrière et en nombre au niveau de la SNCF. Alors, au printemps, le mot d'ordre, c'était « Nous ferons échec à la réforme. Cette réforme n'entrera pas en vigueur. Nous allons faire une grève pour que ça ne soit pas le cas. » Et on voit que de ce point de vue, l'action, peu importe le fond, là, pour le coup, mais l'action n'a pas porté ses fruits, il faut le reconnaître. Oui, pour l'instant, ils sont passés en force, mais sur un objet qui est avant tout, non pas la question de l'ouverture à la concurrence, puisque celle-ci, elle était sur les rails, si j'ose m'exprimer ainsi, depuis déjà une dizaine d'années. Donc là, il y a une continuité d'une politique de libéralisation ultralibérale qui est engagée. La nouveauté, c'est que le gouvernement a imposé de façon idéologique, en lien avec le Parlement, qu'on casse le cadre collectif, le statut de ces 127 000 personnes, sans rien proposer en face. Et en renvoyant à une hypothétique négociation que le patronat, aujourd'hui, refuse. Puisque la première réunion dite d'ouverture de la négociation, le patronat quand même ouvre la séance en disant on n'est pas là pour négocier, on est là pour appliquer la loi. Donc on se retrouve avec 127 000 personnes, excusez-moi, mais qui sont à poil. Donc qu'on a complètement déshabillé sur le plan du statut et sur lesquels... Les cheminots gardent le statut. La négociation porte sur les gens qui seront embauchés à partir de 2020. Non, et sur ceux qui vont se retrouver dans les entreprises, parce que la question du clapet anti-retour, elle est réelle pour l'ensemble du statut. Donc on a refusé la négociation que nous avions demandée il y a un mois, il y a 2 mois, en demandant 1 mois de négociation pour dire on prend le statut de la SNCF et on l'élargit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, comme ça avait été fait au moment de l'ouverture à la concurrence de l'énergie. Et on nous a répondu idéologiquement que c'était absolument impossible parce que l'objectif était bien de casser le cadre collectif. Le président de la République utilise cette réforme qui est antérieure à son arrivée. Le monde ne s'est pas créé en mai 2017, contrairement à ce qu'il peut penser. Et en l'occurrence, pour casser le cadre collectif alors que rien ne l'y est obligé. La loi est promulguée, donc on l'a vu. Et la grève continue. 6 et 7 juillet, CGT et Sud ont raison de continuer ce combat ? Écoutez, moi, mes camarades décideront au niveau de FO Cheminot ce qu'il y a lieu de faire et d'accompagner le mouvement ou pas. Mais en l'occurrence, le seul moyen de pression aujourd'hui qui existe pour les cheminots pour essayer de négocier un cadre collectif, une convention collective qui soit au minimum du même niveau que le statut qu'ils sont en train de perdre, c'est évidemment de se mobiliser. Ça ne va pas vous rendre populaire, non ? Auprès des, je pense pas, auprès des Français, auprès des voyageurs. Personne n'aime faire grève, personne n'aime perdre une journée de salaire. Ça, c'est évident. Et la question, vous savez, les 127 000 cheminots, ils sont au service de l'ensemble des usagers. Ils sont là pour faire en sorte que le rail fonctionne et que l'on puisse transporter correctement l'ensemble des usagers. Donc, ils ne sont pas là pour casser effectivement et leur outil de travail et leur emploi et surtout le service qu'ils rendent au niveau des usagers. Ils le font parce qu'ils sont contraints de le faire aujourd'hui et qu'on leur refuse systématiquement depuis 2 mois la table de la négociation. Ultralibéralisme, idéologie, c'est difficile de ne pas remarquer ce matin, Pascal Pavageau, votre vocabulaire et votre radicalité. Ce qui est radical, c'est ce qu'on se prend dans la figure en face, excusez-moi, mais à un moment donné, il ne faut pas inverser les choses. Je n'inverse pas les choses, je vous écoute vous. Oui, écoutez, en l'occurrence, nous avons une politique qui est libérale à ultralibérale à bien des égards. C'est moi qui dis qu'il y a un pognon de dingue pour les aides sociales et pour défendre les pauvres. C'est moi qui dis qu'il y a des gens qui ne sont rien. La radicalité, elle est où ? Je pense qu'elle est en face. Donc excusez-nous à un moment donné, encore une fois, de nous défendre. On ne va pas se laisser piétiner comme ça, sans répondre. Et quand on propose quelque chose, on nous envoie, paître gentiment. Il faut aujourd'hui faire 15 jours de grève de la faim pour obtenir 30 postes dans un hôpital, alors qu'on en a demandé 50 simplement pour arriver à fonctionner. On nous pousse à cette radicalité. On nous pousse parce qu'on refuse la négociation, parce qu'on refuse la concertation. C'est même pire que ça. On considère que le contrepoids que sont les organisations syndicales, c'est même pas son quantité négligeable, n'existe pas. Dites ce que vous voulez, on n'en a rien à faire. Donc ça pousse à une sorte de radicalité qui n'est pas celle des organisations syndicales, qui est celle demain de la société. Et je crains demain qu'à vouloir finalement jeter à la poubelle les organisations syndicales, la prochaine fois, ce ne soit pas une chemise qui soit arrachée au moment d'une logique de radicalisation du mouvement pour lesquelles les organisations syndicales ne seront pour rien parce qu'elles auront été éjectées. En parlant comme ça, vous pouvez légitimer une certaine violence de la part des manifestants, vous le savez. C'est exactement ce qu'on ne veut pas.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que les organisations syndicales sont des organisations syndicales démocratiques, républicaines, pacifiques. Quand on lance un mouvement, quand on propose une action, on a toujours dans la tête le point de sortie. On a toujours dans la tête le fait de dire on va mobiliser parce qu'à un moment donné, on est dans la contestation parce qu'on ne nous a pas écoutés au niveau de la table de négociation, mais on y est de façon pacifique, démocratique et républicaine. Sauf que quand on ne nous reconnaît pas ce rôle, quand on ne nous reconnaît pas tout court, on pousse à une logique de radicalisation avec on ne sait pas quoi derrière, qui peut effectivement être très dangereux sur un plan démocratique. Juste un point, la grève de la faim dont vous parliez. C'était dans un hôpital psychiatrique de Normandie. Voilà. Et sur lesquels on a refusé la négociation. La revendication des soignants, enfin du personnel, c'était 52 postes pour arriver à faire leur boulot. Et on les a, excusez-moi, mais complètement ignorés. Et il faut aboutir à ce que 7 d'entre eux fassent 15 jours de la faim, 15 jours de grève de la faim, excusez-moi, pour obtenir 30 postes. Franchement, excusez-moi, mais encore une fois, la radicalité, elle est en face, avec le refus à chaque fois de la table de négociation et de concertation. J'entends votre raisonnement, mais on n'était pas tellement habitué de la part de Force ouvrière. Mais voilà, les choses changent. C'est bien qu'elles changent, ça renouvelle les approches. On n'était pas tellement habitué à ce type de discours de la part de Force ouvrière. Vous êtes plus dur vis-à-vis du gouvernement dans le discours que ne peut l'être quelquefois Philippe Martinez. Je crois que le gouvernement est beaucoup plus dur vis-à-vis des organisations syndicales et pas que de Force ouvrière. Donc à un moment donné, on est bien obligé de répondre. Quand c'est bon, on le dit. On nous dit, on demande un bonus-malus. Depuis des années contre les emplois, contre les emplois courts, sur les contrats courts. Bon, sur les contrats courts. Depuis des années, on nous répond, on le fera. Ok, on attend. On dit, on le veut par la loi. On nous explique, on le fera finalement pas par la loi, mais potentiellement par décret. Donc on va attendre la fin de l'année. Moi, je veux bien faire confiance, on va attendre, on est prudent, on continue de revendiquer. Il est fondamental que nous ayons une logique de bonus-malus pour lutter contre aujourd'hui 80% des embauches, entre 70% des embauches et 90% des embauches ne se font plus en CDI, mais en emploi précaire, en CDD ou en intérim. Donc de ce point de vue-là, il y a lieu effectivement à un moment donné de prendre des décisions réglementaires. Maintenant, on a les sénateurs La République En Marche qui font un amendement pour supprimer le cadre réglementaire de la fin de l'année dans le projet de loi actuellement dit Pénicaud 2. Donc de ce point de vue-là, excusez-moi, mais oui, on est très prudent pour ne pas se faire avoir derrière. Mais pour l'instant, on reste sur la demande et sur la revendication. Mais par contre, on est vigilant. Et vous avez l'impression qu'on vous mène un peu en bateau, c'est ce que vous voulez dire sur cette histoire? Non, je dis que de temps en temps, ça nous est quand même arrivé d'avoir une négociation sur la formation professionnelle pendant 2 mois et que, alors que la négociation se termine après 2 mois de négociation à 3 h du matin, on a à 8 h du matin la ministre qui explique que finalement c'était bien gentil tout ça, mais qu'il faut quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus fort, de big bangesque, d'un vrai big bang sur la réforme et que, alors qu'on s'est tous mis d'accord, patronat et syndicats, pour dire on garde le droit collectif en nombre d'heures, dogmatiquement et idéologiquement, le gouvernement tout seul décide de supprimer ce droit collectif et de renvoyer individu par individu avec une petite somme d'argent en euros pour se former tout seul. Pascal Pavageau de Force ouvrière est l'invité de France Info jusqu'à 9 h. 8 h 50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Salah Abdeslam est sorti de son silence. Dernier survivant des commandos du 13 novembre, il a toujours refusé de s'exprimer jusqu'à ce 7e interrogatoire hier devant les juges d'instruction. Il a donc justifié les attentats terroristes en France. Colère des victimes face à son absence de regret. L'un des avocats, Gérard Schelma, espère ce matin sur France Info un procès d'ici l'an prochain. L'Italie n'est plus seule. La satisfaction du nouveau Premier ministre italien. Les 28 dirigeants européens ont fini par s'entendre sur les migrations. Rome était prête à bloquer tout accord pour obtenir une plus grande solidarité. Cet accord ne règle pas du tout le problème de la submersion migratoire, selon un tweet de Marine Le Pen. 700 postes supprimés d'ici 2021 dans la branche fret de la SNCF. C'est ce que vous révèle France Info ce matin. Pas de licenciements, mais des non-remplacements de départ à la retraite ou encore des reconversions. La branche est déficitaire de 4,5 milliards d'euros. Le cercueil de Simone Veil et de son mari exposé dans la crypte du mémorial de la Shoah à Paris jusqu'à demain soir pour un hommage populaire avant un hommage national dimanche matin au Panthéon. Avec elle, ce sont les 76 000 juifs déportés qui entrent au Panthéon pour le directeur du mémorial qui est invité ce matin de France Info. France Info. Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. L'automne et puis peut-être le début de l'année prochaine seront affectés par la discussion sur les retraites, une réforme
va être organisée. Pour l'instant, nous en sommes au stade des discussions, notamment par l'intermédiaire de Jean-Paul Delevoye, et on commence beaucoup à parler, sans bien maîtriser toujours les termes du débat, des pensions de réversion, ces pensions qu'un veuf ou une veuve touche après le décès de son conjoint. Le gouvernement, par la voix du ministre des Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, s'exprimait hier sur LCI en disant que les pensions de réversion actuelles ne seraient pas touchées, mais des futures pourraient baisser ou augmenter. On écoute Christophe Castaner. Le principe restera parce qu'il est essentiel, mais ensuite on veut une réforme profonde, plus juste. Faire en sorte qu'un euro cotisé génère les mêmes droits. Et donc si vous modifiez la base, c'est-à-dire la retraite de chacun pour en faire un système plus juste, plus égal, pour mettre un terme à ces 40 systèmes qui sont tous différents, qui existent en France et qui génèrent de l'injustice, évidemment la pension de réversion, qui est une part du principal, sera modifiée. Pour certains elle peut baisser, pour d'autres elle peut augmenter. Bon, elle va être dure cette réforme des retraites, non? Oui, certainement, oui. Mais il faut la faire ou pas? Ah mais personne ne le demande. Enfin, vous avez entendu quelqu'un demander une retraite par points en France à part le candidat à la présidentielle qui est le président de la République. Franchement, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Excusez-moi, mais un grand syndicat. Ils n'étaient pas. Là, ça, c'est pas aussi clair que ça. La CFDT. Mais de ce point de vue-là, l'immense majorité de nos compatriotes n'ont jamais demandé un passage par une retraite par points, parce qu'une retraite par points, c'est de l'individualisation. C'est le premier syndicat de France, c'est passé dans une logique d'individualisation. Ça vous embête que la CFDT demande ça, visiblement? Ça ne m'embête pas que la CFDT demande absolument ce qu'elle veut. Je dis simplement que nous cherchons à garder le système collectif et le système solidaire. Ça divise les syndicats, disons, cette question de la réforme des retraites. La question des retraites ou d'autres questions, il y a des approches qui sont différentes. Là où on se rejoint tous, c'est sur garder et le cadre collectif, et le cadre solidaire, et le cadre de ce qu'on appelle la répartition, ou en tous les cas la redistribution intergénérationnelle. Et on a des craintes. Pardon ? Il ne faut rien toucher au système des retraites? Non, je ne dis pas ça. D'ailleurs, on y touche très régulièrement, y compris sur le plan des retraites complémentaires. On a beaucoup changé. Exactement, au travers de négociations, d'ailleurs, qu'on est très nombreux en général à arriver à signer et à prendre des décisions qui sont parfois des décisions qui ne sont pas faciles ou difficiles. En tous les cas, donc changer le système, de ce point de vue-là, le système il a largement évolué depuis des décennies du fait parfois de mesures, elles aussi parfois idéologiques et dogmatiques. Les 42 régimes qui existent aujourd'hui, ils sont liés à des spécificités et à la pénibilité qui existe sur les différents emplois ou sur les différentes filières ou les grands métiers qui peuvent exister. Le problème que nous avons aujourd'hui, exemple celui des reversions que vous venez de citer, c'est qu'aujourd'hui on a un principe général. On a un principe général qui est adossé, je veux dire, à notre cadre général de répartition et de régime tel qu'il existe avec 42 encore une fois, dans le respect des statuts, que ce soit le code des pensions civiles et militaires ou que ce soit des régimes spéciaux, plus le régime de base. Là, on va changer de façon totale le système par une logique individuelle de points, où il faut que j'aille chercher mes points pour pouvoir acquérir à un moment donné un droit à la retraite. Oui. Mais c'est quoi l'ossature? C'est quoi le concret? Comment je vais arriver à me projeter entre le régime aujourd'hui que je connais et le régime de demain par points? On est en train de discuter de grands principes. Donc Madame Buzyn à l'époque nous dit il n'y aura pas de souci sur la reversion, ce sera maintenu au même niveau. Et là, Monsieur Castaner nous explique un mois après, mais non, il y aura des perdants. Donc on commence à nous expliquer. Oui, généralement dans ce genre de mesures, on voit très bien les perdants. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a jamais les gagnants en face de nous. C'était quasi systématique. Puis quand on nous explique qu'on va faire 30 milliards d'économies sur la dépense publique et la dépense sociale durant le quinquennat, y compris la retraite, excusez-nous d'être là encore un petit peu prudent. Désolé de faire un procès d'intention, mais on attend la traduction concrète de ce sera une régime par points. C'est ce que nous demandons. Arrêtons de discuter des grands principes qui, soi-disant, seraient sauvegardés et au final, on s'aperçoit dans la traduction du projet de loi qu'ils ne le seront pas. Donc au mois de septembre, moi, ce que je demande, c'est qu'au mois de septembre, nous ayons la traduction concrète de ce que veut faire le gouvernement en matière de régime par points. C'est quoi un point ? Combien ça rapporte, combien ça coûte, comment on l'obtient et dans quel cadre ça s'inscrit et quelles sont les modifications que ça induit pour les 42 régimes qui existent aujourd'hui. Bon, réforme donc difficile devant nous, la réforme des retraites, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Quelques petites questions, vous avez vu, Muriel Pénicaud, c'est un peu la ministre avec laquelle vous travaillez le plus souvent. Vous avez vu comment on se moque d'elle ces jours-ci sur le réseau social? Elle prend une pause dans Paris Match qui suscite beaucoup de dérision, vous avez vu ça? Oui. Est-ce qu'un ministre perd un peu de son autorité quand il fait ça ou pas?
Moi, j'ai pas à juger. Écoutez, là-dessus, moi, tout ce que j'espère, c'est que on est beaucoup plus cette fois-ci dans les réformes de la ministre, de prise en compte sociale ou de souplesse, puisque Madame la ministre. Comme sa photo a un certain succès, je voulais voir. En faveur des organisations syndicales et pas systématiquement en faveur des organisations patronales. Votre prédécesseur Jean-Claude Maillet a rejoint le cabinet de Raymond Tsoubi, qui est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous avez dit vous-même que cela suscitait de la grogne à l'intérieur de Force ouvrière. Et Jean-Claude Maillet vous a répondu par un mail: mentir chez toi est une seconde nature. De quel droit te permets-tu de juger publiquement mes activités? À l'époque, je t'ai dit fermement ce que je pensais de ta duplicité, ce que tu n'as pas supporté. Et non, la camaraderie à FO, c'est quelque chose. Hein. Oui, écoutez, moi je ne commande pas ça. Mentir chez toi, c'est une seconde nature. Vous n'y arriverez pas. Donc, franchement, vous savez, vous n'y arriverez pas parce que franchement, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, je vous rassure. Mais peut-être que je mens. Donc là, vous ne pouvez pas savoir. Là, vous vous faites avoir. Ça dépend si c'est la première nature ou la seconde nature. On a autre chose à faire que de commenter ce genre de. Mais c'est vrai, ça provoque de la grogne. Ça provoque de la grogne. En interne, oui. En fait, ce qui a provoqué de la grogne, c'est le fait d'aller sur un cabinet finalement qui accompagne le patronat et de vouloir s'être auto-désigné au niveau du CESE européen sur un mandat FO. C'est plus là une question d'incompatibilité, mais ça lui appartient de décider finalement ce qu'il veut représenter, soit le patronat, soit son organisation syndicale. Vous avez failli dire son ancienne organisation syndicale. Vous avez failli le dire. Oui, mais je ne l'ai pas dit. Et vous l'avez pas dit. Merci beaucoup Pascal Pavageau. Très bonne journée à vous. Merci à vous.